chez Métis en la maîtrise au département de littérature langue moderne en études hispaniques. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter un chapitre de mon mémoire que je vais remettre dans le fond la semaine prochaine. Dans le fond, dans ce mémoire-là, moi, j'étudie la représentation de l'homosexualité dans deux dramaturges, un québécois et un espagnol, qui ont des trajectoires assez différentes, mais qui, par certains points, dans le fond, de leur production se rejoignent. Donc, dans le fond, je vous présente en particulier le chapitre sur les relations amoureuses. Donc, dans le fond, la présentation va venir en 5 parties. La présentation de corpus, la perspective d'étude, l'amour homosexuel dans la littérature, l'idéal de l'amour romantique, la polarité érotique dans les relations amoureuses, puis la conclusion. Premièrement, dans le fond, le dramaturge espagnol, c'est Rafael Mendizábal, qui est né dans le nord de l'Espagne, au Pays Basque, en 1940. C'est un auteur qui est spécialisé, dans le fond, dans la comédie, surtout, dans le fond, le théâtre bref, vraiment de la comédie populaire. Tout a été très, très prolifique, mais très peu étudié par la critique. C'est seulement un petit cercle de gens qui l'ont étudié. Le deuxième, beaucoup plus connu, Michel-Marc Bouchard, qui vient de Saint-Cœur-de-Marie, près d'Allemagne, dans le lac Saint-Jean, qui a aussi naturellement énormément de pièces à son actif, dont plusieurs qui ont été portées au cinéma. Une des pièces, dans le fond, de mon corpus, il y en a 4, pour ce chapitre-ci que je vous parle, il y en a seulement 2. Celle-ci de Michel-Marc Bouchard, c'est Les Feuillettes, a été retenue par la critique comme une de ses meilleures œuvres, dans le fond, qui a vraiment été celle qui a conféré, dans le fond, son statut de l'un des plus grands dramaturges québécois de la fin du XXe siècle. On pourrait aussi ajouter début du XXIe. Je vais faire un petit survol rapide des pièces. Dans le fond, la première est Madre Amantísima, qu'on peut traduire par Mère très aimante. Puis qui a été produite à Madrid dans l'année 2003. Très rapidement, en fond, l'histoire de cette pièce, en fond, c'est un couple de jeunes à Madrid, un qui s'appelle Juan, le personnage principal, et son amant Carlos. Juan apprend qu'il est atteint de sida, donc dans le fond, il retourne chez ses parents pour régler les choses avec eux. Dans le fond, là, ça nous fait toute une espèce de... On va vraiment dire un vaudeville, dans le fond, c'est toute cette évolution, en fond, à travers l'acceptation, dans le fond, par rapport au chaîne social un peu conservateur de leur société. Dans le fond, les thèmes, ça serait vraiment relation parent-enfant, figure de la mère, relation amoureuse homosexuelle contemporaine, conception traditionnelle de l'homosexualité et l'homonormativité. L'homonormativité, c'est un concept qui va revenir souvent dans ma présentation. En fait, c'est, juste pour le définir maintenant rapidement, dans les sociétés où il y a une certaine ouverture sur l'homosexualité, la norme a repris certaines caractéristiques de l'homosexualité et les a intégrées. Donc, on pourrait parler maintenant de gays qui sont homonormatifs, qui rentrent dans la norme, qui sont un peu qu'est-ce qu'on présente dans la télévision, on va dire. Ça fait parallèlement une exclusion de beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans ces critères-là. Dans le fond, l'homonormativité est un des thèmes qu'on voit dans cette pièce-ci. Le deuxième, c'est Les Feuillettes, qui a été fait en 1987 au Théâtre Petit à Petit avec le Théâtre français du Centre national des arts. Michel Bouchard est un Québécois, mais au début, sa carrière a commencé par ce théâtre en Ontario, parce qu'il a étudié à Ottawa. Dans le fond, les thèmes principaux, l'opinion populaire religieuse sur l'homosexualité, les relations père-fils, le homoérotisme dans les mythes catholiques, la folie, la liberté et l'amour transcendantal. Rapidement, cette pièce-là, bon, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de méthodes de théâtralité dedans, parce que dans la pièce, on représente une autre pièce. En fait, l'argument principal du départ, c'est en 1952, on voit un homme qui reste plus ou moins un évêque pour nous présenter une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre raconte des faits qui sont arrivés 40 ans avant dans la vie de cet homme qui séquestre l'évêque et l'évêque est impliqué. Dans le fond, c'est ces deux jeunes hommes qu'on voit là qui avaient une relation amoureuse ensemble, qui finalement qui a terminé très tragiquement par le feu, la mort et l'emprisonnement d'un souci. Je vais revenir. Donc, dans le fond, au niveau des auteurs, on a des contextes de naissance vraiment différents, mais des contextes de production similaires. Dans le sens que Michel-Marc Bouchard produit donc après la Révolution tranquille, de la même manière que Mendizábal produit après la movida madrileña y espagnole, on pourrait dire grosso modo que c'est l'équivalent de la Révolution tranquille en Espagne, qui est arrivé à la fin de la dictature de Franco, dans le fond dans les années 80 surtout,
qui est un moment de... un exemple de ça, ce serait vraiment le cinéma d'Almodovar, qui est très, très emblématique. Dans le fond, c'est une ouverture sur les mœurs. L'ouverture est vraiment un concept plus fondamental. C'est des auteurs homosexuels, mais le thème de l'homosexualité est vraiment pas central dans la majorité de leur production. Cependant, il est central dans les œuvres qui sont considérées comme étant leurs meilleures œuvres. Donc ça, c'est un intérêt aussi. Au niveau des œuvres en tant que telles, on a une forte cohérence au niveau des thèmes des relations amoureuses, thèmes figures typiques ou stéréotypes de l'homosexualité, les thèmes des relations familiales, puis le thème de la répression, naturellement. Au niveau, dans le fond, de l'approche théorique des textes, moi, je me base principalement sur les études de genre, particulièrement queer, mais dans le fond, moi, j'ai une approche très ouverte, dans le fond. Je prends tout ça comme étant les études de genre, étant une approche plus féministe, plus queer, plus, je pense à large, au large, en fait. Dans le fond, ces études-là, principalement, s'intéressent aux minorités sexuelles, les identités, les discours qui les forment. Dans le fond, c'est une confluence d'influences qui a fait cette pensée, on pourrait dire, les trois vagues féministes, les mouvements radicaux des années 60, quelques influences théoriques. Les intentions, naturellement, sont en passant d'un agenda, il y en a un, en effet, c'est celui-ci, traitement social, légal et égalitaire, et de dignité et de sérieux, l'étude de la sexualité et des thèmes qui s'y rattachent. Donc, pour rentrer dans la représentation de l'amour sexuel dans la littérature, on dit, Bosman et Bradford, ils ont fait en fait un très intéressant relevé, dans le fond, de toute la littérature britannique et américaine pour sortir les thèmes de la littérature homosexuelle en tant que telle. Dans le fond, c'est un outil, même si c'est très, très anglo-saxon, c'est un outil très intéressant, en fond, pour une approche différente, quand même, parce qu'il y a des constantes quand même assez importantes qui nous permettent de faire ce pont-là, justement, puis de l'appliquer, dans le fond, un peu aussi à des productions québécoises ou espagnoles, dans le cas. Donc, dans le fond, la question de la validité, viabilité et durabilité de l'égalité et des relations de même sexe a longtemps été un topos de la littérature. Dans le fond, la littérature gay, c'est un corpus, dans le fond, qui implique beaucoup de diversité. C'est vraiment pas monolithique. En fait, on parle de la cohérence de ce corpus-là, ou de ce genre-là, parce qu'on parle plus d'un genre, en fait. La cohérence de ce genre-là se base principalement sur des structures internes communes. Dans le fond, il y a toujours des choses qui reviennent. Un exemple vraiment exemplaire serait la sortie du placard ou le coming out, dans le fond, qui est un des thèmes qui revient toujours. Les premières expériences sexuelles, c'en est un autre. Dans le fond, ces structures internes-là, dans le fond, qui marquent vraiment une grande cohérence entre tous ces discours-là, on pourrait dire, la figure homosexuelle, naturellement, puis surtout une conscience de parenté, on pourrait dire parenté intellectuelle, c'est une traduction qu'on fait, qui, dans le fond, rapproche ça grâce à la conscience pas nécessairement d'une tradition, mais d'un fil ou d'un courant similaire. Dans le fond, on pourrait dire aussi que ces caractéristiques sont la critique sociale, une multiplicité des désirs et du sentir homosexuel, parce que sinon on en parle en pluriel, comme on parle aussi maintenant des hétérosexualités au pluriel. Puis surtout, questionnement des notions de genre. Donc, l'amour romantique. La notion d'amour romantique, paradigme idéal de la relation de couple dans les sociétés occidentales depuis le 19e siècle, occupe un rôle clé. Elle conduit souvent au dépassement nécessaire d'une homosexualité, non plus envisagée sous l'angle unique des pulsions sexuelles arbitrées par la tyrannie de la libido, mais portée par l'image du garçon aimé et avalisée par l'absolution sociale de l'amour et du couple. Dans le fond, cette citation-là est vraiment fondamentale pour la représentation des relations amoureuses dans la littérature gay ou LGBT, pour la prendre les plus grands termes. Parce que développer dans le fond, c'est que ce modèle-là qui est basé sur les relations, le modèle romantique classique, dans le fond, basé sur la monogamie, la durabilité qui est établie souvent par une union sociale, comme un mariage ou un contrat partenaire civil, puis on parle surtout dans les cultures occidentales, et vraiment repris. Mais paradoxalement, parce que l'identité homosexuelle est toujours entre la différence et le même, dans le fond.
c'est comme un dilemme, dans le fond, entre je suis différent, mais je suis pareil. Dans le fond, de cette même manière-là, l'amour romantique va être repris d'une certaine manière pour rendre c'est un peu théorique, comme je veux dire, c'est pour rendre intelligibles ces identités ou ces relations-là, dans le fond, qui vont recourir au même schéma que, dans le fond, qu'est-ce qui est présenté comme étant la forme sociale dominante, qui est paradoxalement aussi une forme d'oppression. Par rapport à ça, on a une différence. Donc, dans le fond, cette forme d'oppression-là pourrait être perçue comme étant un trait de mononormativité, comme je parlais précédemment. Mais on constate, dans mon corpus, en tout cas, une différence d'approche par rapport aux deux auteurs, nature, je parle. Dans le cas de Bouchard, on ne peut pas vraiment parler de mononormativité parce que son récit, premièrement, son récit est fortement inscrit dans la marginalité. Même l'auteur, à différents moments dans les entrevues, parle, dans le fond, de cette importance-là de la marginalité. Lui, dans le fond, dans cette espèce de dilemme autre ou même, a plus pris le parti autre. Dans le fond, puis il n'y a pas non plus certaines notions, dans le fond, qui vont de pair avec l'homonormativité en général, comme on pourrait dire le communion quelque chose. Dans le fond, son ancrage, si je peux le dire, dans le fond, temporel. Dans le fond, comme je vous ai dit, ça se passe 1912-1950. Dans le fond, tous ces concepts-là n'existaient pas à l'époque. Et non pas non plus, mais ils existaient au moment de la rédaction, mais l'auteur ne les a pas transmis anachroniquement dans son œuvre. Contrairement à ça, notre auteur espagnol est particulièrement homonormatif. Mais ça s'explique dans le fond par deux choses, d'après la critique. Principalement que c'est un auteur assez conservateur, principalement. Il est assez connu pour ses tendances conservatrices. Dans son contexte, c'est assez surprenant, considérant que conservateur veut nécessairement dire franquiste, qui est un régime qui a été assez, dans son cas particulier, qui a été un régime qui a été assez dur avec les communautés marginales en général, en particulier les communautés sexuelles. Mais ça s'explique aussi par le fait que son œuvre, donc, ce que j'ai dit, Malamentissima, est une œuvre de conscientisation qui s'adresse à un public non LGBT. Donc, on s'adresse à ce public conservateur-là, qui est dans le fond, qui est beaucoup plus un dialogue qu'une confrontation. Donc, si on compare la représentation de cet amour romantique dans ces deux pièces de théâtre, il y a des similitudes et des différences. Naturellement, toutes les similitudes ont quelques différences aussi, puis les différences ont des similitudes, mais on pourrait diviser le sujet de cette manière-ci. Dans le fond, le caractère tragique de la relation, l'appropriation des caractéristiques des catégories culturelles traditionnelles, puis les différences seraient le contexte familial qui influence beaucoup sur la relation, la représentation de l'érotisme en scène et la théâtralisation de la relation. On parle souvent dans les études de la littérature gay, souvent une fois des personnes aussi qui sont contre cette étude, on parle souvent d'une nécessaire fin tragique, dans le fond. Comme si toute œuvre, dans le fond, ne pouvait pas terminer bien. Cette fin tragique-là est une tendance observée chez les auteurs on dit habituellement avant le mouvement de libération, ça dépend du contexte. Libération, c'est un grand mot, on pourrait dire libéralisation aussi dans beaucoup de cas. Mais principalement, on pourrait ancrer ça dans le fond à partir des années 70, plus ou moins dans notre contexte, 80 dans le contexte espagnol. Qui dans le fond, cette fin tragique ou nécessaire-là, était on considère que c'est une reproduction d'une répression sociale. Parce que au moment, par exemple, de représenter une relation amoureuse, l'auteur va le faire par rapport à son schéma social, c'est-à-dire, qui est lui-même dépressif, qui s'oppose à ces relations-là. Dans le fond, c'est en fait cette répression-là qui est transmise dans le texte. Ou le poème dramatique, on parle de théâtre. Okay. Donc, dans les feuillettes, le décès, donc dans le fond, comme je vous ai parlé tantôt, en fait, il y avait ce deux couples-là, ce couple de 2 amants, qui voulaient vivre leur amour librement. En fond, ils ont décidé, en fond, de fuir tout le monde, qui finalement, ils ont un de ces deux-là qui a été, dans le fond, qui est mort dans un incendie. L'autre a été sauvé, mais celui-là avait été laissé pour mort. Dans ce cas-ci, la personne qui n'a pas sauvé, son geste est motivé par l'homophobie
C'est justement le personnage de Lévin. Dans l'autre cas, c'est malheureusement, comme je vous ai parlé, le décès est causé par le sida. Donc là, on peut voir une différence, mais quand même, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est des causes qui sont symboliquement fortes et significatives dans un contexte LGBT. Parce que ces deux causes de mort-là, on pourrait dire, sont, dans leur contexte, les principaux, on pourrait dire, fléaux de la communauté. Dans un contexte du Québec rural du début du 20e siècle, l'homophobie était vraiment une pression coercitive. Tandis que, encore présentement, puisque Mme Antissima est plus contemporaine un peu à date de 2003, on se centre sur le thème du sujet, du sida, pardon, qui est en fait la cause de mortalité et de tragicité dans cette œuvre-là. Donc, le lien qu'on peut établir, dans le fond, c'est que c'est toujours lié avec la réalité sociale et culturelle de cette communauté-là, qui est présentement, dans le fond, au lutte, pas exclusivement, avec la pandémie du sida. Ok. Cependant, la fin tragique est quand même modérée, dans le sens qu'on voit quand même que c'est les auteurs qui écrivent après, comme je vous avais dit, le contexte de la libération. On pourrait dire que la fin tragique est modérée dans les feuillettes par justement le repentir final de Lévin, Monseigneur Bilodeau, qui déclare que Dieu me pardonne. Je ne comprenais pas la force qu'il y a d'entre vous, cette force qui vous mène jusqu'à la mort. Bon, c'est la grande révélation finale. Ensuite, il demande la mort, on ne la lui donne pas, c'est pour rétablir, dans le fond, la mort. Donc, dans le fond, elle est modérée. Tandis, et dans Madame Antissima, la fin tragique est aussi modérée par le changement de perspective des parents. Au départ, les parents étaient vraiment opposés, dans le fond, à ce que leur fils et son amant restent avec eux, toute cette situation-là, dans le fond, qu'on peut facilement voir venir. Mais en fait, la situation est quelque peu rétablie par le fait que vers la fin, dans le fond, suite au décès de leur fils, dans le fond, les parents changent d'avis, décident d'accepter, dans le fond, son amant aussi. C'est vraiment un éloge des valeurs familiales. Parce que, dans le fond, l'auteur, à travers ça, voulait non seulement faire un peu de conscientisation, mais aussi, dans un contexte où les valeurs sociales étaient en grand changement, il voulait aussi avoir un discours sur qu'est-ce qui doit être laissé de côté, qu'est-ce qui doit être conservé. Donc, on voit dans son œuvre que la famille est une valeur fondamentale qui doit être conservée, peu importe le contexte, en fait. Pour l'appropriation des catégories traditionnelles, on voit dans la plupart des productions, culturelles, théâtrales, littéraires, une réappropriation, comme je l'ai dit, des traits. En majorité, c'est de l'amour romantique classique. On peut le voir, par exemple, dans la pièce de Bouchard, Les Feuillettes, par une scène, dans le fond, où les deux amants s'échangent des alliances, en fond, comme un mariage, une sorte de mariage symbolique avant la lettre. Pas avant la lettre, mais avant que ça soit possible dans la société pour vrai. Donc, voilà. Tandis que dans Madame Antissima, qui est une œuvre un peu moins idéalisée, beaucoup plus réaliste, on voit, dans le fond, deux visions des relations amoureuses par les personnages eux-mêmes. D'un côté, je vais préciser ça comme ça. Ouais. Dans le fond, on voit d'un côté vraiment c'est une scène, dans le fond, un flashback dans lequel on voit juste, avant d'apprendre la maladie, on voit juste le couple ensemble dans sa maison qui fait une petite journée tranquille. C'est vraiment, dans le fond, ça sert à présenter ce schème traditionnel-là dans lequel tout le monde peut reconnaître, dans le fond, sa propre relation, une relation qu'il connaît, comme je vous avais parlé de Ron avec Brigitte, des choses qui peut-être ne le sont pas pour l'auditoire. D'un autre côté, on voit aussi, après l'apprentissage, dans le fond, après l'annonce de la maladie, on voit que le personnage principal est vraiment désenchanté, dans le fond, par rapport aux relations amoureuses et présente, dans le fond, tu sais comment notre milieu, les choses changent d'un jour à l'autre, et moi, tu t'en mettras vite, entre nous, il n'y a pas d'amour éternel, dans le fond, il est vraiment très, très cynique. Dans le fond, mais c'est un discours, en fait, qui est assez présent, qu'on pourrait dire est assez présent tant dans les productions socioculturelles que dans le discours des gens en général.
Mais on doit quand même considérer que cette vision-là est tributaire de la situation dramatique dans laquelle le personnage se trouve. Donc, dans le fond, c'est pas nécessairement, je vous dirais que cette autre citation-là précédente est plus représentative de la représentation de la relation amoureuse dans cette œuvre-là que la seconde, même si la seconde est un peu plus dramatique. L'érotisme sur scène est aussi une différence, dans le fond. On a souvent le préjugé, dans le fond, que toute représentation de la sexualité est pornographique. Dans le fond, non. Et on a la présentation de l'érotisme sur scène dans les feuillettes, qui est on va voir par la suite. Cet érotisme-là est en position absent dans Madre Amatissima. Ce qu'on pourrait expliquer aussi par le fait, le public auquel se dirige cette œuvre-là, qui n'aurait pas nécessairement réagi de la manière adéquate à ça. Donc, dans le fond, on a totalement évacué dans cette pièce-là la présence de l'érotisme. Mais, paradoxalement, elle est présente dans la pièce québécoise, qui, justement, un autre paradoxe, a un contexte beaucoup plus répressif que celle espagnole de fin du XXe siècle. Donc, dans le fond, par rapport. Ça, c'est principalement la scène, dans le fond, où les amants, finalement, s'avouent leur amour et se caressent. Avant la mi-temps. La théâtralisation de la relation est aussi un autre point. Dans Madame Amatissima, étant donné qu'elle est fortement ancrée dans le réalisme, on n'a aucune théâtralisation, dramatisation de l'existence du couple. On reste vraiment dans l'empirique, on va dire. Cependant, dans les feuillettes, étant donné qu'il y a la mise en abîme de la théâtralité, la représentation théâtrale dans le théâtre en tant que tel, c'est la théâtralisation, dans le fond, juste au niveau de la relation, est dans le fond un recours utilisé par l'auteur parce qu'on considère qu'à travers la représentation de ce drame-là dans l'autre drame, parce que le couple ensemble, dans le fond, joue la pièce, dans le fond, qui représente leur interaction. À travers cette représentation-là, un des personnages accepte sa relation. Et c'est par cette caution esthétique que l'amour homosexuel est légitimé selon le livre. Le contexte familial est aussi différent. Est-ce que vous en notez? Non. Non? Ok, excusez, là, je t'ai pas. Ok, donc le contexte familial est différent. Aussi, donc dans le fond, dans les feuillettes, on a un contexte familial énormément répressif. Dès, par exemple, que le personnage principal, Simon, dès que son père apprend son homosexualité, il a été violemment battu, comme il l'a décrit dans cet extrait. Tandis que, dans le fond, symboliquement aussi, la théâtralité représente ici, dans le fond, la pièce qu'on présentait dans la pièce, c'est le martyre de Saint-Sébastien, un saint catholique de forte connotation homoérotique, qui a été reprise dans ce cas-ci, qui a reçu, dans le fond, 27 coups de flèche, donc lui a reçu 22 coups de fouet. Dans le fond, on voit vraiment, dans le fond, le lien amour, contexte, répression. C'est un passage intéressant. Tandis que dans Madame Amatissima, c'est tout le contraire. Au départ, on part avec une situation similaire, qui est difficile, autant dans le fond pour l'enfant, l'amant que les parents. Mais vraiment, à la fin, dans le fond, toute la situation est renversée par l'acceptation finale du père qui dit « Ah, je ne vous ai pas traduit. » Dans le fond, il dit « Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir de l'amour entre deux hommes, ça me paraissait sale. Je comprends qu'on puisse avoir des amis intimes, mais peut-être que, même si peut-être l'intimité ne soit pas plus que s'habituer à sortir ensemble, à prendre des verres, blablabla. » Donc, dans le fond, il reconnaît la valeur de et la dignité. Donc, c'est comme un peu la partie de légitimisation dans le. Vraiment dernier point. La polarité érotique dans les relations amoureuses. Dans le fond, on a parlé dans les études de genre, surtout à la fin du 20e siècle, de la caducité du genre. Le genre ne serait pas une fiction utile, parce qu'on s'entend que c'est une fiction, mais les gens diraient que ce n'est pas une fiction utile. Donc, on n'est plus vraiment là-dedans. Les relations homosexuelles sont toujours marquées par le genre, dans le sens qu'il tend non exclusivement à avoir une certaine polarisation dans les rôles sexuels. Puis ça va être, selon le genre de la personne ou le couple réfractaire, ça va être sans effet dans la
représentation performative du genre, le genre performatif, on le performe à tout moment, donc on parle de notre habillement et on le subvertit également de la même manière. Donc dans le fond, dans nos pièces, on peut établir par certains petits indices, dans le fond, une dichotomie, on va dire comme ça. Simon Vallier, Juan Carlos. On voit une constante qui est présente dans ces deux œuvres-là, mais aussi dans d'autres. Pour les besoins de cette présentation, on voit juste ces deux-là. Aussi représentatif d'un contexte social, on voit un personnage, le personnage passif, si on peut l'entendre ici. Là, je parle juste dans le fond des relations homme-homme. Malheureusement, dans mon corpus, je n'ai pas pu aborder les relations de femmes. Le personnage passif est habituellement le pilier de sa relation. C'est lui qui va insister à maintenir sa relation, c'est lui qui va travailler le plus fort, dans le fond, pour la maintenir et combattre, dans le fond, les obstacles. Tandis que le personnage actif, qui entre mieux dans le schème du genre imposé par sa société en général, est habituellement plus de difficulté à accepter la relation. On le voit beaucoup dans ces deux pièces-là. Les auteurs ont mis une attention particulière à ce point-là. Donc, dans le fond, je fais mes 5 points, on va sauter sur deux conclusions. Donc, dans le fond, l'amour homosexuel se présente à partir de la structure de l'idéal de l'amour romantique classique occidental. Cette structure-là est fortement valorisée dans les contextes socioculturels des œuvres. L'amour romantique homosexuel conserve des traits de la tragédie qui sont des lieux communs de la littérature LGBT. On note des changements par rapport aux œuvres des décennies antérieures. La représentation de la sexualité entre hommes est toujours un tabou, mais est faite à des fins non pornographiques. Dans le fond, c'est une manière, dans le fond, comme pour habituellement dans des représentations, dans le fond, de montrer physiquement l'expression de sentiment. La présence de la notion de rôle ou de polarité sexuelle dans les œuvres est constante. On la note on faudrait le voir sur un continuum, elle n'est pas particulièrement forte, mais elle est notable, ce qui est aussi, dans le fond, quasiment un reflet de la situation réelle des choses. Et on a une présence parallèle dans les autres œuvres que je n'ai pas pu vous parler, malheureusement. On a une présence parallèle de relations basées sur une hiérarchie économique, dans le fond, qui relève des différentes formes du continuum de la prostitution. Dans les autres œuvres, particulièrement Mélissa Lair, en fait, c'est une erreur mentionnée Bouchard dans ce cas-ci. Ce qui peut être vraiment intéressant là-dedans, dans le fond, par rapport à la notion d'homonormativité, c'est à quel point on voit présentement, si dans les œuvres du passé, on peut voir un certain mélange entre ces deux formes relationnelles, on voit vraiment présentement qu'il y a une forte dichotomie qui se crée entre, justement, qu'est-ce qui pourrait relever un peu plus de l'homonormatif, qui sont les relations amoureuses classiques, bien présentables et politiquement correctes. Et on voit d'un autre côté, ces relations-là, plus basées dans le fond sur une image socio-économique, comme sur la prostitution, qui sont encore plus stigmatisées dans ces cas-là, justement par le fait qu'elles sont rejetées par cette pression normative dans les contextes. Donc ça finit un peu sec, mais c'était ma présentation.